Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission 84 de Et si on parlait de sport avec Pauline Gaston-Conduit. Nous sommes ravis de vous partager notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Un grand merci à nos partenaires qui rendent cette émission possible, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant. Pour cette 84e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Sapin, skipper de course au large et directeur de gestion de projet, Nicolas Leclapart, président du club de handball de Beauzelle, et Chloé Nadalin, responsable de la section hand ensemble au sein du club de Beauzelle. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Bonjour à toutes et tous. En première mi-temps de notre émission, nous allons plonger au cœur d'un exploit hors du commun, la victoire de Charlie Dalin à la 10e édition du Vendée Globe. Mardi 14 janvier, le skipper havrais a marqué l'histoire en franchissant la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne après 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes en mer, pulvérisant le précédent record établi en 2017 par Armel Lecléache. À la barre de son IMOCA Massif Santé Prévoyance, Charlie Dalin a prouvé une fois de plus que le Vendée Globe est bien plus qu'une course. C'est un défi technique, physique et mental hors pair. Pour analyser cette performance historique et découvrir les coulisses d'une telle réussite, nous aurons le plaisir d'accueillir Mathieu Sapin, skipper de course au large et directeur de gestion de projet. Et en deuxième mi-temps, nous mettrons à l'honneur le handball et le handball fauteuil avec un focus sur une belle initiative inclusive, la section hand d'ensemble du club de Beauzelle. Cette section permet de développer la pratique du handball en fauteuil et de rendre ce sport accessible à tous. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Nicolas Leclapart, président du club de handball de Beauzelle, et Chloé Nadalin, qui est responsable de cette section hand d'ensemble. Et alors que les championnats du monde de handball battent leur plein jusqu'au 2 février en Norvège, Croatie et Danemark, c'est là aussi l'occasion de découvrir comment ce sport peut se vivre sous toutes ses formes pour tous les publics. Restez avec nous pour découvrir ce projet inspirant et porteur de valeur. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 84e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Place aux principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer avec toi, Laurent, et le kickboxing. Oui, le kickboxing, il y avait les championnats d'Europe au Palais des Sports d'Orléans et c'est Lindsay Thomas qui a remporté un nouveau titre de championne d'Europe de WKN. Pour les non-initiés, c'est World Kickboxing Network 2025 en battant la Suissesse Sonia Dean après ses titres de 2023 et de 2024. Passons au tir à l'arc avec la Coupe du Monde en salle à Nîmes. Thomas Chéreau, médaillé d'argent par équipe aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, et Victoria Sébastien sont montés sur la 3e marche du podium. Alors natation, c'est pour toi Pauline, parce que c'est de l'eau à 1,9 degrés, mondiaux de nage en eau glacée à Molvenot, et c'est une Française, Ludivine Blanc, qui décroche 3 nouveaux titres de championne du monde en 100 mètres d'eau, 50 mètres d'eau avec record du monde et 50 mètres papillon de nage en eau glacée dans une eau entre 1,9 degrés et 2,2 degrés. Ça donne pas envie, on leur laisse. Passons au tennis de table avec la Ligue des Champions. Au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Montpellier, Alexis et Félix Lebrun retrouvaient la compétition vendredi accompagnés d'Esteban Dor. Les médaillés de bronze olympiques ont subi la loi de l'Armada de Düsseldorf en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'Alliance Nîmes-Montpellier s'inclinant 3-0 face au club allemand, 7 fois titré de 2000 à 2022. Et de là, nous allons filer en Australie avec l'Open d'Australie pour le tennis Grand Chelem. Il y avait les qualifications de Gaël Monfils et Corentin Moutet jeudi. La France a compté jusqu'à 5 représentants au 3e tour du tableau masculin de cet Open d'Australie. Une première depuis 8 ans. Malheureusement, aucune Française était présente dans le tableau final. Alors au 3e tour, Corentin Moutet a été battu par la révélation américaine Liner Tin en 3-7 samedi. Hugo Humbert a battu Arthur Fils par abandon et Benjamin Bonzi est éliminé par le Tchèque Jiří Leheka en 3-7. Nous sommes passés donc au 8e de finale. Malgré le gain de la 2e manche, le Français Hugo Humbert n'a pas trouvé la solution. Il jouait contre Alexander Zverev, le numéro 2 mondial. Il a perdu en 4-7, 6-2, 2-6, 3, 6-3 et 6-2. Et Gaël Monfils, qui jusque-là avait fait un parcours extraordinaire, s'est incliné par un bandeau contre le jeune américain Ben Shelton, 22 ans. Et donc, il n'y a plus aucun Français pour la suite de cette compétition. Maintenant, on va parler de badminton avec l'Open d'End. Les Français Delphine Delru et Tom Gickel, qui n'avaient jusqu'alors perdu aucun set, ont cédé en 2 manches.
21-18, 21-17 dimanche dernier en finale face aux Chinois Jiang Zebang et Wei Yaxin, deuxième mondiaux. Et là maintenant on va rentrer, on va aller en montagne et on est avec la neige et la glace et on va commencer par le ski cross avec la Coupe du Monde qui avait lieu à Retiranem en Autriche. Yuri Duplessis Kergomar s'est offert vendredi le 11e podium de sa carrière à 28 ans. Il signe également la première victoire tricolore de l'hiver et son deuxième podium de la saison. Chez les femmes, Marielle Berger-Sabatel, 3e à Inichen à 2 reprises en décembre. Elle a remporté la petite finale, terminant 5e de cette épreuve autrichienne remportée par la Canadienne India Scheré. Et en snowboard freeride avec la Coupe du Monde à Bécquera Béré en Espagne, le triple champion du monde de snowboard freeride Victor Delerue a bien lancé sa saison en dominant vendredi dernier la première étape. Le clan tricolore s'est même offert un doublé avec la première place de Noémie Eki pour sa toute première compétition parmi l'élite mondiale du freeride World Tour, juste devant sa compatriote Anna Martinez. Et en ski, la française Astrid Chellus a pris la deuxième place d'une manche dominée par la canadienne Justine Dufour-Lapointe, championne olympique de ski boss en 2014 et reconvertie dans le freeride. Du snowboard, nous allons passer au ski de fond avec la Coupe du Monde qui avait lieu au Rousse en France. Le Norvégien Ivern Andersen a remporté sa deuxième étape de Coupe du Monde vendredi en s'imposant sur le 10 km. Du côté des Bleus, c'est Victor Lovera qui a signé la meilleure performance avec la 7e place. Chez les femmes, l'américaine Jessie Diggins a dominé vendredi le 10 km libre. Première française, c'est Flora Dolci qui se classe, elle, 11e. Il y avait aussi la Mass Start qui a lieu le lendemain. Le français Hugo Lapalus a terminé 5e à plus de 7 secondes d'un podium dominé par le suédois William Poromaa. Chez les femmes, c'est la suédoise Frida Karlsson qui signe sa première victoire de la saison. La française Flora Dolci, elle, est 19e. On va passer au biathlon avec de nombreux résultats pour les Français et la Coupe du Monde à Ruppolding en Allemagne. En ce qui concerne le 20 km individuel homme, le Norvégien Vebjørn Sørum s'est imposé mercredi sur l'individuel. Il a devancé le Français Émilien Claude, lui aussi à 20 sur 20 sur les 4 tirs. En individuel femme 15 km, Lou Jean Monod a remporté jeudi dernier l'individuel devant l'Allemande et leader du classement général Franziska Preuss. En ce qui concerne le relais mixte en maîtrise, les Bleus ont remporté leur 3e relais d'affilée en Coupe du Monde vendredi dernier. La Suède, 2e, et l'Allemagne complètent le podium. Les Norvégiens échouent au pied du podium. En ce qui concerne le relais féminin, les Bleus sont revenus de très loin samedi où Justine Brézaboucher et Julia Simon ont fini fort pour décrocher un nouveau podium, 3e. Pour la Mastart homme, l'Italien Tommaso Giacomel s'est adjugé la Mastart, décrochant ainsi sa première victoire en carrière. Premier français, Quentin Fillon-Maillet a terminé 6e et Émilien Jacquelin 8e. Et enfin pour la Mastart femme, Jeanne Richard a signé son premier podium en Coupe du Monde dimanche dernier, terminant 3e derrière Elvira Auberg et Franziska Preuss. Et on passe au ski alpin chez les femmes avec il y avait la Coupe du Monde à Flachau en Autriche. Slalom, seulement 8e de la première manche, Camille Rast a réalisé une grosse deuxième manche pour l'emporter mardi. La Suissesse a devancé sa compatriote Wendy Holdener et la Suédoise Sarah Hector. La première Française Clarisse Brecht se classe 14e. Il y avait de la descente aussi. L'Italienne Sofia Goggia s'est imposée samedi dans son jardin de Cortina d'Ampezzo. Des 4 Françaises engagées, c'est Laura Gaucher qui s'en est le mieux sortie avec une 12e place. Et enfin, le Super G, Frederica Brignone a survolé le Super G dimanche. Elle devance les Suissesses Lara Gut-Berami et Corinne Sutter. Karen Clément, meilleure française, a pris la 17e place. Toujours en ski, cette fois du ski alpin homme, avec la Coupe du Monde de Wengen en Suisse avec le Super G, le Suisse Franjo von Almen s'impose à la maison. Le skieur de 23 ans a signé le meilleur chrono vendredi dernier, remportant son premier succès sur le circuit. En descente, le Suisse Marco Odermatt, déjà auteur du doublé la saison passée, a remporté la descente de Wengen samedi devant son compatriote Franjo von Almen, vainqueur du Super G la veille, et Maxence Musaton, meilleur français et 14e. Et en slalom, enfin toujours en ski alpin homme, triplé norvégien à Wengen, Atleli Magrat, vainqueur sur le slalom. Côté français, on retiendra surtout le beau dimanche de Paco Rassat, le Savoyard s'offre un premier top 10 avec une 9e place. Il y avait du short track, donc c'est de la glace, on court tout autour d'une piste. C'était les champions d'Europe à Dresde en Allemagne. Et l'équipe de France de relais mixte, composée de Gwendoline Daudet, Aurélie Lévesque, Chloé Olivier, Étienne Bastier, Tawan Thomas et Quentin Fercoq, a remporté le titre de champion d'Europe. Quentin Fercoq a lui aussi décroché le bronze en individuel sur 500 mètres. Quelques mots de hockey sur glace avec la 14e journée de Division 2. Toulouse-Blagnac l'a
emporté face à Montpellier 5-3. Basket femme, on passe maintenant des sports de balle. Avec l'Eurocoupe en 8e de finale, l'équipe montpelliéraine s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à sa victoire facile contre Keltern, 63-45. Les Angevines, elles, pourtant victorieuses de Belticas, 76-66, ont échoué à 2 points de la qualification. Villeneuve d'Ascq avait perdu de 10 points à l'aller sur le parquet d'Estudiantes, 75-65, s'est qualifié finalement après 3 prolongations, 108-90. L'Asveld avait perdu en Turquie contre Galatasaray, 77-72, l'un des favoris de l'épreuve, et les Lyonnaises ont archi-dominé leurs adversaires turcs, 87-56, pour passer elles aussi. En basket homme, cette fois avec la deuxième journée d'Euroleague, Paris a remporté une deuxième victoire d'affilée face au Maccabi Tel Aviv, 96-83, jeudi à domicile. L'Asvel a repris des couleurs 2 jours après sa déroute face au Partizan Belgrade, 62-93, en disposant de l'Astrobal de l'Alba Berlin après prolongation 96-89. Monaco a enchaîné vendredi un troisième revers d'affilée après prolongation 88-82 à Belgrade face à l'Étoile Rouge. Et en 15e journée d'Eurocoupe, Bourg-en-Bresse s'est imposé mercredi face à Aris Salonique, 92-51. On passe au handball avec les mondiaux qui se déroulent actuellement. Samedi, l'équipe de France a assuré face à l'Autriche 35-27 et a fini la phase préliminaire par un logique sans faute. Désormais, les handballeurs français vont disputer le tour principal et défier la Hongrie, les Pays-Bas et la Macédoine du Nord avec l'objectif de se qualifier pour les quarts de finale. En volley féminin, la 17e journée de Liga féminine Saforel Power 6, Béziers est venu à bout de Marc-en-Barœul au tie-break 3-7-2. Et il y avait du volley masculin aussi avec la Marmara Spike League. 17e journée, les Parisiens se sont nettement imposés chez le leader Montpellier 3-7-0. Les Tourangeaux n'ont fait qu'une bouchée de Toulouse à Grenon 3-7-0, mettant fin par la même occasion à une série de 3 victoires des Spacers en championnat. Quelques mots de football féminin avec la 13e journée d'Arkema Première Ligue. Le Havre s'est imposé à Montpellier 3-1. Et en football, chez les hommes, Coupe de France, 16e de finale, on notera la victoire de Toulouse devant Laval 2-1. Seuls 8 clubs de D1 se sont qualifiés pour les 8e de finale de Coupe de France. Les championnats de National 2 et National 3 avec 4 pensionnaires au total ont en revanche créé la surprise. Et Toulouse affrontera Guingamp, club de Ligue 2, en 8e de finale. En Ligue 1, 17e journée, Montpellier a retrouvé la victoire en Ligue 1 en s'imposant contre Monaco 2-1. Vendredi, Lyon a été lui tenu en échec par Toulouse 0-0. Il y avait aussi de la Ligue 2, 19e journée. Guingamp a poursuivi sa belle série en dominant facilement Rodez 3-0 vendredi et remonte au pied du podium. On va passer au ballon ovale avec le rugby à 15, la 4e journée de Champions Cup. Large vainqueur des Sharks 66-12, Bordeaux-Bègles a assuré la première place de sa poule. Le Stade français a été corrigé par les Bulls à Pretoria 48-7. Les Parisiens sont officiellement éliminés. Clermont s'est imposé de justesse face à Bristol 33-26 et arrache sa qualification. Les Rochelais ont été battus à Trévise 32-25 mais valident tout de même leur qualification pour les 8e de finale. Le Racing 92 vainqueur avec le bonus offensif des Stormers 31-22. Castres crée l'exploit chez les Saracens en s'imposant 24-32 et termine 2e de son groupe. Toulouse a écrasé Leicester 80-12 et Toulon, assuré de finir premier de son groupe, s'est incliné à Sale dimanche 33-7. Et en ce qui concerne la 4e journée de Challenge Cup, Lyon a écrasé 68-21 les Cheetahs sud-africains et assure sa qualification pour les 8e de finale. En revanche, Vannes, battu 38-28 par les Gallois des Scarlets, se retrouve éliminé. Bayonne a largement dominé Gloucester 55-17. Montpellier s'impose 26-7 face à Newcastle. Pau s'est incliné 28-31 à domicile devant Osprey. Vainqueur du Zébré 21-29, Perpignan s'est qualifié pour les 8e de finale. Et pour parler de la 17e journée de Pro D2, Béziers a réalisé la bonne opération avec sa victoire bonifiée sur la pelouse de Soyaux-Angoulême 13-32. Montauban met fin à 5 défaites de rang en venant à bout de Valence-Roman 25-23. Et autre bonne opération, celle de Colomiers avec un succès bonifié devant Dax 43-16. Et on va passer à un tout autre sport. On va partir sur les mers avec la voile et le fameux Vendée Globe et l'arrivée de Charlie Dalin. Le skipper français de Massif Santé Prévoyance a passé mardi 14 janvier en vainqueur la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne en bouclant son tour du monde en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Il pulvérise le record de l'épreuve. Au lendemain de la victoire de Charlie Dalin, Johan Richomme a franchi à son tour la ligne d'arrivée mercredi matin. Le skipper de Paprec Arkea termine 2e du Tour du Monde en solitaire sans escale ni assistance. Et Sébastien Simon, groupe Dubreuil, a lui franchi la ligne au Sable d'Olonne dans la nuit de jeudi à vendredi, complétant le podium de ce Vendée Globe avec 67 jours et 12 heures de course. On va terminer ces résultats de la semaine avec de l'automoto camion et le Rallye Dakar, la
47e édition du Dakar, la 6e, disputée en Arabie Saoudite, a été bouclée à Choubaïta par 175 véhicules, 77 motos, dont 67 Rallye 2, 40 Ultimate, un stock, 2 Challenger, 23 SSV et 13 camions ont rejoint l'arrivée finale en ayant roulé sur l'intégralité des 7453 km pour les motos et 7828 km pour les autos du parcours. 52 véhicules ayant bénéficié de Joker ont également atteint Choubaïta, tandis que 108 ont été contraints à l'abandon, soit 32,24%. La course moto a vu le retour sur la plus haute marche de KTM qui signe son 20e succès sur l'épreuve grâce à l'imperturbable Daniel Sanders qui devient le 2e vainqueur australien du Dakar après avoir dominé la course de bout en bout. Il a terminé avec une avance de 8 minutes et 50 secondes sur la Honda de l'Espagnol Tosha Charena. Le Français Adrien Van Beveren, également chez Honda, a fini 3e comme en 2024. En auto, le palmarès du Dakar accueille un nouveau nom et une nouvelle nationalité. Avec Yazid Al-Raji, le pilote saoudien a persévéré jusqu'à sa 11e participation pour accomplir son destin de remporter la course à domicile. Il devance le Sud-Africain Hank Lategan sur Toyota de 3 minutes 57 secondes. Le podium est complété par Matthias Ekstrom sur Ford M-Sport et Mathieu Serradori sur Century termine meilleur français 6e avec Nicolas Cavigliasso titré en Challenger et Brock Egger en SSV le jour de ses 25 ans. Ce sont aussi 2 nouveaux pilotes qui s'imposent dans leurs catégories respectives. Seul Martin Massic, qui a survolé les débats chez les camions, défend victorieusement le titre conquis l'année dernière. Voilà, et donc merci pour tous ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission Ici on parle de sport avec notre invité Mathieu Sapin et nous allons parler de Vendée Globe. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Il peut exulter, Charlie Dalin qui s'impose dans ce Vendée Globe, la 10e édition, l'histoire, sous nos yeux, l'histoire du Vendée Globe en direct. Mathieu Sapin, bonjour, skipper de course au large et directeur de projet. On vient de vivre une arrivée en direct de ce Vendée Globe exceptionnel, plein d'émotions. Merci d'abord d'être avec nous, d'avoir accepté dès ce matin. On est, je le rappelle, le matin de l'arrivée du Vendée Globe, une interview exceptionnelle avec Mathieu Sapin. Cette 10e édition de Vendée Globe a été marquée donc par un nouveau record, 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 58 secondes très exactement. Et ça, c'est Charlie Dalin qui l'a réalisé. Comment décrirais-tu cette édition par rapport aux précédentes, Mathieu ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, cette édition a vu un record se faire exploser. C'est littéralement le terme parce qu'il y a un peu plus de 9 jours d'avance. C'est une édition de la maturité, je trouve, parce que c'est une édition où il y avait 40 bateaux au départ, mais il faut se rappeler que 2 ans avant le départ du Vendée Globe, il y avait 43 skippers qui souhaitaient faire le Vendée Globe, mais il y a seulement 40 bateaux qui peuvent prendre le départ. Donc il y a eu une course aux 1000. Il fallait être capable de gagner sa place parmi les 40 premiers bateaux tout au long de la qualification, ce qui fait que les skippers ont beaucoup navigué avant la régate du Vendée Globe. Et vu qu'ils ont beaucoup navigué, ils ont eu le temps de fiabiliser leur bateau, de bien connaître leur bateau. Et c'est ce qui fait que pour l'instant, il y a encore 34 bateaux sur 40 en course. Et ça, c'est véritablement un exploit. Et on peut rappeler, Mathieu, simplement que le précédent record, c'est Armel Lecléache qui avait, lui, parcouru le Vendée Globe en 74 jours, 3 heures et 35 minutes exactement en 2016, dans l'édition 2016. C'est ça, et c'était pas sur la dernière édition, mais la précédente, parce que tout simplement, il y a 4 ans, il y a eu que des enchaînements de fenêtres météo compliquées quand ils étaient dans le Grand Sud, et les bateaux n'ont pas pu exprimer leur potentiel. Donc en permanence, les skippers naviguaient avec le pied sur le frein, ce qui fait que le record n'avait pas été battu. Et cette année, en tout cas pour les 2 leaders, et même pour le 3e qui devrait arriver dans 2 jours et qui battra le record, ils ont réussi à aller exploiter une super fenêtre météo. Et la technologie des bateaux évoluant, au passage, ça a fait que y a un record qui a littéralement volé en éclats de plus de 9 jours. Alors justement, tu parles de ces les 2 premiers là. Qu'est-ce que tu penses de leur performance si on peut associer le 3e qui devrait effectivement battre le record? Comment tu analyses ça, toi? Il y a tout un tas de paramètres. D'abord, il y a l'évolution technologique sur les bateaux. De toute façon, plus il y a de courses autour du monde, qu'elles soient en monocoque, en multicoque, en équipage, en solitaire, en double, etc., plus on arrive
arrive à récolter de données sur les systèmes météo qu'il y a dans des océans que l'on connaît peu depuis l'Europe, vont être l'océan Indien et puis ensuite tout le contournement de l'Antarctique avec le Pacifique et le célèbre passage du Cap Horn. Et de plus en plus, les équipes font des bateaux typés Vendée Globe, donc qui ont vraiment été pensés pour le Vendée Globe et les mers compliquées que sont les mers du Sud, qui fait que ces bateaux en vitesse pure seraient un peu moins rapides sur simplement des transatlantiques comme une Transat Jacques Vabre ou une route du Rhum. Mais de réussir à aller chercher des données sur d'autres cours pour les réexploiter au Vendée Globe, ça permet de faire des bateaux qui vont beaucoup plus vite sur cette course-là. Ensuite, le deuxième sujet, il va être qu'il y a eu une émulation assez folle entre les deux premiers et on pourrait même rajouter Sébastien Simon qui devrait finir troisième. Il a malheureusement cassé un de ses foils. Jusqu'à il y a 3 semaines où il a cassé son foil, c'était une vraie bataille à 3 bateaux et ça met de l'émulation parce que Charlie l'a dit tout à l'heure sur la première interview, d'avoir 2 personnes qui étaient juste derrière lui ou au contact, ça lui a permis à chaque fois de se remotiver, de dire faut aller plus vite, où est la bonne trajectoire, est-ce que je peux renvoyer un riz et donc rajouter de la toile sur mon bateau pour essayer de réaccélérer parce que je veux pas que les autres me rattrapent, ou à l'inverse quand les autres prenaient un peu l'ascendance, c'était comment est-ce que je peux rattraper le retard. Jusqu'à ce matin parce que Charlie a rien lâché, il est remonté très nord en Bretagne pour redescendre le long de la côte pour aller exploiter toutes les petites risées de vent pour essayer de ne pas se faire rattraper par Johan Richomme. Alors, en 10 ans de course, on vient d'en parler un petit peu, mais elle a énormément évolué. Quels sont, selon toi, les changements les plus marquants en termes de technologie, de stratégie ou de mentalité? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, il s'est passé plein de choses. On disait un petit peu en aparté que c'est un peu les Jeux Olympiques, puisque c'est tous les 4 ans, de la voile, finalement, de la grand voile, la voile au large, que ce Vendée Globe. Ouais, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. Quand la première édition s'est créée en 1989, il y avait cette idée, d'abord, il y avait cette première question de est-ce que c'est possible de faire un tour du monde en solitaire et sans escale en monocoque, sur des bateaux de 60 pieds, donc d'un petit peu plus de 18 mètres de long. Et véritablement, quand les 9 premiers skippers ont pris le départ, il y avait cette question. C'était est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y arrivera? Ou est-ce qu'à un moment on sera obligé de s'arrêter parce que nos bateaux n'auront pas tenu, quoi, ou parce qu'on mettra tellement plus de temps que ce qu'on avait envisagé qu'on n'aura plus à manger ou je ne sais quoi. Et puis de première édition qui peut bien dérouler, en découle maintenant 10 autres avec l'évolution technologique sur les bateaux, puisque depuis quelques dizaines d'années maintenant il y a des foils. On peut avoir des foils sur les bateaux. Donc les foils, ce sont ces espèces de grandes moustaches latérales qui aident le bateau à se surélever au-dessus de l'eau et véritablement à être quasiment en vol comme un avion. Donc le bateau fait encore des ricochets, tape un peu sur l'eau, mais dès que le bateau décolle, il arrive à aller à la vitesse du vent ou presque. C'est des poissons volants en fait. Non, mais c'est exactement ça. Ce sont des poissons volants et c'était devenu tellement des poissons volants et la course à la grandeur qu'il a même fallu que la classe IMOCA qui gère tous ces bateaux et qui gère les normes qui régissent ces bateaux a dû mettre un peu le haut là en réduisant la taille des foils parce qu'à un moment ça devenait trop compliqué, trop complexe à gérer, ne serait-ce que pour de la logistique quand il faut faire rentrer les bateaux dans les ports. Alors, tu me tends la perche sur justement cette évolution et avec ce nouveau record qui a été établi maintenant à 64 jours, voire 65 à peu près. Penses-tu que cette course, elle va atteindre bientôt ses limites technologiques ou il y a encore une marge de progression? Le record devrait pouvoir être battu. La particularité, c'est que vu que la course a lieu tous les 4 ans et que la date de départ est annoncée, si on part avec une mauvaise fenêtre météo et que cette mauvaise fenêtre météo elle dure, ou si on part avec une bonne fenêtre météo mais qu'à un moment on attrape une fenêtre météo qui se referme complètement et qui est pas efficiente pour la vitesse, on aura du mal à battre le record. Ça c'est certain. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il y a 4 ans le record 2020 ou le temps de course de 2020 n'avait pas été meilleur que le temps de course de 2016. Et puis cette année, les fenêtres étaient pas mauvaises et l'évolution technologique sur les bateaux et surtout sur ces premiers bateaux là
font que maintenant on arrive à naviguer en amont des systèmes météo. C'est un jargon qui peut paraître un peu complexe, mais finalement c'est assez simple. Les bateaux vont tellement vite qu'ils arrivent à rester juste devant les dépressions. Donc en restant devant la dépression, et ça c'est l'idéal, on arrive à avoir du vent, mais une mer qui est relativement plate. Donc on peut accélérer avec le bateau, alors que si on est dans la dépression, on va avoir du vent, pareil, mais par contre on va avoir une mer déchaînée. Et c'est comme le Paris-Dakar. Quand on est dans les dunes, on peut pas rouler à fond parce qu'à un moment on peut pas sauter toutes les bosses, quoi. Par contre, dès que les dunes s'aplatissent, on peut rouler beaucoup. Alors, on parle là beaucoup de technologie, de bateaux. J'ai envie un petit peu de parler de l'aventure humaine parce que c'est une course qui est assez complexe. Qu'est-ce qui finalement te fascine le plus dans la manière dont les skippers gèrent la solitude et les conditions extrêmes? Il faut un petit peu en parler parce que 70 jours seuls dans des conditions difficiles, en pleine mer, ça interroge. Étant donné que c'était la 10e édition, les skippers ont tous travaillé avec des retours d'expérience, alors que ce soit leur première participation ou pas, en allant se renseigner auprès des skippers qui l'ont déjà fait plusieurs fois, auprès des anciens, pour comprendre tout ce qui avait été bien fait serait à améliorer. Plus tu as d'antériorité et de retour d'expérience, plus tu peux préparer correctement cette partie-là. Ensuite, la nouvelle évolution, c'est que les skippers sont certes seuls à bord de leur bateau, mais avec les nouvelles technologies, ils arrivent à communiquer extrêmement facilement avec la Terre. Et donc, il y a un petit peu cette ambivalence de est-ce que le skipper est véritablement en solitaire alors qu'il peut être connecté à Internet H24 et qu'il peut communiquer avec l'équipe à terre, avec les médias, etc., sur WhatsApp et avec son téléphone, son smartphone. Donc le skipper par moment est connecté et régulièrement les skippers étaient invités sur des lives vidéo, que ce soit pour l'organisation du Vendée Globe, que ce soit pour leurs propres sponsors, etc. Donc il y a un moment où on est connecté, on est dans le bateau qui est en mode course, qui saute dans tous les sens et on est connecté, et puis d'un seul coup, pouf, on éteint le téléphone et puis on se retrouve à nouveau tout seul. Donc ça, je suppose que d'un point de vue psychologique, ça doit un petit peu faire la dent de scie et ça doit pas être facile à gérer. Il y en a aucun qui se sont plaints, donc c'est qu'ils l'ont plutôt bien travaillé avec leur préparateur mental. Et puis l'autre réalité, et ça je pense que c'est beaucoup dur à gérer, c'est le fait qu'ils sont à bord de bateaux certes grands, 18 mètres de long, mais qui sont tout en carbone et qui vibrent énormément en tapant sur les vagues et avec la vitesse, à tel point que depuis un an, dès qu'il y a plus de 30 nœuds de vent, les skippers ont obligation de porter un casque. C'est assez fou, c'est un petit peu comme si comparé avec l'époque où en voiture on roulait sans ceinture de sécurité et au bout d'un moment l'État a quand même dit on va peut-être rendre la ceinture obligatoire parce qu'il y en a marre d'avoir des petits accidents où les gens se tapent dans le volant et se font mal, voire peuvent décéder. On en est rendu à ce niveau-là, c'est-à-dire que sur les images du Vendée Globe, très régulièrement on les a vus avec des casques à l'intérieur de leur bateau et dès qu'ils montent au mât également ils mettent le casque et finalement les 60 et quelques jours de course et puis un peu plus pour les suivants, ça aura été extrêmement traumatisant d'un point de vue physique pour leur corps. Alors, on parlera justement, Mathieu, de toutes ces histoires au fur et à mesure, puisque avec toi, on fera quelques petites chroniques, quelques retours sur les parcours de certains, les histoires que certains vont rencontrer. Et j'aurais voulu qu'on insiste un tout petit peu sur que cette année, il y avait 6 femmes qui étaient quand même au départ. Comment perçois-tu leur contribution à cette édition et plus globalement l'évolution de la place de la femme dans ce sport qui est quand même très exigeant, qui est physiquement très très difficile, même si la technologie a pas mal amélioré les choses. D'abord, c'est un des rares sports qui est mixte. Donc en course au large, il n'y a pas de classement garçon d'un côté, fille de l'autre. C'est tous ensemble. Alors, on continue de dire qu'une femme, c'est un marin. On pourrait dire c'est une marine. Voilà, certains diront si il faut l'accorder ou pas. Nous, dans le monde de la course au large, peu importe qu'on soit un skipper homme ou un skipper femme, on reste un skipper avant tout. On reste un sportif et on reste un entrepreneur qui monte un projet, qui va chercher des sponsors et donc faire de la communication et qui ensuite part faire de la course au large. Donc, vu de l'intérieur, on n'a aucun problème quand on est un garçon à se battre contre une fille et des fois à se dire elle a été meilleure que moi et j'ai aucun problème d'accepter de m'être fait battre par une femme. Si elle est devant, c'est simplement qu'elle est meilleure, point barre. Il n'y a pas encore assez de femmes, c'est clair, qui prennent le départ de ces grandes courses, que ce soit le Vendée Globe, que ce soit la Route du Rhum, que ce soit la Transat Jacques Vabre. Et pourtant, la Transat Jacques Vabre est une course en double.
Donc on pourrait se dire il y a plus de femmes, mais lentement mais sûrement, ce nombre augmente parce qu'il faut aussi que du côté des femmes, elles acceptent plus facilement de se dire je peux le faire. Oui, et Donc, puis il y a une évolution des mentalités aussi. Je pense que ça joue, ça a pris du temps et c'est en train de changer. On le voit, il y a quelques résultats avec des femmes qui sont bien placées. D'ailleurs, une jeune femme qui est 10e actuellement au classement. Donc ça veut dire il y a Justine Métro qui est dans le top 10. Il y a Clarisse Kremer qui est 10e actuellement. Samantha Davis est juste derrière. Et c'est quand même 3 femmes avec trois bateaux récents et 3 projets qui étaient extrêmement bien montés. Alors sur le papier, c'est Samantha Davis qu'on aurait plutôt vu devant. Et Samantha, elle avait un projet qui pouvait faire dans le top 5. Mais au départ de cette course, il y avait pas loin de 10 bateaux qui pouvaient faire dans le top 5. Qu'elle soit 12e, c'est qu'à un moment, elle s'est fait prendre dans un piège météo. Mais elle n'a pas encore dit son dernier mot. Il lui reste encore une grosse semaine de course. Et c'est pas impossible qu'elle termine mieux classée que ce qu'elle est actuellement. J'ai envie de te poser une question quand même importante, c'est pourquoi, selon toi, le Vendée Globe suscite-t-il autant d'émotions et d'engouement auprès du grand public quand on voit le départ du Vendée qui était inondé de personnes sur ce port là, qui était là pour voir le départ et qui là va être à l'arrivée probablement de ce soir, on aura l'occasion de le voir. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a ce côté marin aventurier qui part faire un tour du monde. C'est quand même pas commun. Ça n'arrive que tous les 4 ans. Et ils sont au final pas tant que ça, même si cette année il y avait 40 bateaux au départ, c'est quand même pas tant que ça tous les 4 ans. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui vont grimper l'Everest que de personnes qui ont le Vendée Globe. Oui, c'est pas le même matériel non plus. Non, c'est pas le même matériel, mais il y a quand même ce côté-là de se dire ouais, on va voir des aventuriers qui partent pour entre 70 et 100 jours. En solitaire et il y a quelque chose qui attire là. Il y a ensuite ce rappel de se dire c'est que la 10e édition et finalement c'est une course qui n'a que 30 ans et en 89 au premier départ on savait pas si on les verrait revenir en vainqueurs de course ou s'ils auraient été obligés de s'arrêter à un moment et donc d'abandonner et potentiellement de terminer la course mais en étant hors. Il y a aussi ce côté-là et puis malgré tout je pense que le Covid il y a 4 ans a eu cet effet un peu boost parce qu'au moment où on était tous enfermés chez soi, et par chance, il y avait quand même quelques dizaines d'intrépides qui partaient faire le tour du monde et qui communiquaient, qui envoyaient des vidéos et ça donnait à toutes les personnes qui étaient enfermées un petit peu une notion de grand air, tu vois. Donc, je pense que les gens au moins ont pu se rattacher à ça. Et puis, les gens ont pu jouer à Virtual Regatta, qui est le jeu virtuel du Vendée Globe. C'était la raison pour laquelle je crois qu'il y avait 1,5 million d'utilisateurs sur le jeu, donc ce qui était énorme. Mais il y a toujours eu cet engouement parce qu'il y a cette notion de sport et d'aventure. Et puis, il y a 4 ans, il y a eu cet effet boost parce qu'on était tous enfermés à cause du Covid, mais qu'il y avait, malgré tout, il y avait eu le Vendée Globe. C'est une part de rêve, en fait, qui est proposée aussi au public de s'embarquer comme ça sur la mer. Les bateaux modernes qui sont effectivement de plus en plus optimisés pour réduire l'empreinte écologique. On va un petit peu parler de ce secteur-là. Je sais que là, c'est important pour les marins. Qu'est-ce que tu penses des efforts qu'a réalisé le Vendée Globe en matière de durabilité? C'est jamais assez. On va pas faire de langue de bois. Il y a une vraie difficulté. Et pourtant, c'est un sport qui se pratique en pleine nature et qui est poussé par le vent. Donc sur le papier, c'est une activité qui est écolo. Mais en face de cette activité de déplacement qui est écolo, on cherche la performance. Et il faut avoir en tête que les IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe, ont plus de technologie embarquée que n'a une Formule 1. Dans les foils, il y a de la fibre optique qui calcule en permanence la pression et la déformation des foils pour dire au skipper, mets trop de charge sur ton bateau, le foil va casser. Alors qu'en Formule 1, il n'y a pas de fibre optique dans les ailerons puisque tout a été testé en soufflerie, tout est ensuite testé sur les séances d'essai, mais en course, il n'y a plus rien là. Voilà, l'aileron, il est en place, il a été testé, on sait qu'il est fiable, il explosera pas. On va pas dire au pilote, lève le pied dans la ligne droite, il y a un peu trop de pression sur ton aileron. Alors que sur les IMOCA, les bateaux et le monde de la course au large essayent d'évoluer, mais il y a malgré tout cette difficulté de comment chercher de la performance, finalement essayer d'aller toujours plus vite, tout en ayant cette contrainte écologique. On cherche, pour l'instant, dans toutes les classes de bateaux, il y a des analyses de cycle de vie qui sont faites pour essayer
de trouver des optimisations possibles. Il y a eu des développements sur certaines voiles et maintenant tous les bateaux, sur le Vendée Globe, tous les bateaux ont dû emmener une voile qui était biosourcée. C'est-à-dire qu'il y avait au moins une voile à bord du bateau qui a été faite en matériaux recyclables. Alors justement, est-ce que cette technologie n'est pas en train de transformer la philosophie originale du Vendée Globe et qui perdrait un peu cet esprit d'aventure des premières éditions ? Oui, un petit peu, mais en même temps partir, le fait de pouvoir être connecté en permanence via WhatsApp et les autres réseaux sociaux sur son téléphone, et finalement est-ce qu'on est encore en solitaire à bord du bateau ? C'est une vraie question. Et est-ce qu'on garde est-ce qu'on a toujours cet esprit d'aventure ? C'est une vraie question. Néanmoins, le skipper il passe 64, 65, 70 ou 90 jours en mer tout seul, physiquement tout seul à bord de son bateau. Donc c'est là où il y a une vraie dualité de où est-ce que la course au large veut aller. Maintenant qu'elle démontre que les bateaux peuvent aller très vite, les bateaux peuvent être très fiables, est-ce qu'il faut pas chercher progressivement à renlever un petit peu de technologie, mais ça veut aussi dire un petit peu moins de communication et donc potentiellement un peu moins de retour sur investissement de la part des sponsors. On vient toucher ce côté financier, c'est pas simple. Mais si on reste sur la partie éco, toutes les classes de bateaux ont en tête qu'il faut qu'elles cherchent à s'améliorer. Donc c'est dans les questions du est-ce qu'on peut brider la vitesse des bateaux, et c'est d'ailleurs un peu le cas. Les IMOCA ne volent pas à 100% parce qu'ils se sont interdits de mettre des élévateurs à l'arrière des bateaux pour que le bateau puisse véritablement être en l'air et tenir le vol. Donc c'est une façon de ralentir un petit peu la course à la dépense, la course à l'armement, le développement technologique des bateaux. Il y a une voile biosourcée qui est obligatoire dans les bateaux. On espère que bientôt il y aura 2 voiles biosourcées, puis l'année suivante peut-être 3 voiles, tu vois. Mais tu peux pas tout changer du jour au lendemain, mais en tout cas initier progressivement ce changement, c'est ce qui est en place dans le monde de la course au large. Il y a eu l'année dernière avec la Fédération française de voile les assises de la course au large avec une vision 2030. Et 2030, on y est très vite. Ce sera le prochain Vendée Globe d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette super analyse, Mathieu, et d'avoir pris quelques temps ce matin en direct avec l'arrivée du Vendée Globe. On se propose de te retrouver dans les semaines qui viennent pour nous continuer à suivre les autres, parce qu'il y a le vainqueur, c'est vrai, mais il faut dire aussi au public que on va aller jusque début mars, d'après ce que on a analysé de les derniers arrivés. Donc on va les suivre les autres. On fera un point régulier pour vous tenir au courant. En tout cas, un grand merci Mathieu à toi. Tu es bien sûr, comme on le dit souvent, le bienvenu dans cette émission et ton analyse pour nous est importante. À très bientôt sur les ondes de Et si on parlait de sport. Merci pour l'invitation et à très bientôt. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Nicolas Leclapart et Chloé Nadalin. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Leclapart, président du club de handball de Beauzelle, et Chloé Nadalin, qui est responsable de la section Hand Ensemble au sein du club de Beauzelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, avant de débuter, on va vous demander quelques mots pour qu'on sache un peu qui vous êtes. On va commencer par Chloé, honneur aux dames, hein, Nicolas. Un petit mot sur ton parcours personnel et professionnel. Alors mon parcours personnel, je suis assistante de service social. J'ai aussi fait mes premiers pas au handball Beauzelle parce que mes parents étaient de grands joueurs. Et après, au niveau personnel, très engagée dans tout ce qui était inclusif dans le monde du handicap. Nicolas. Et pour ma part, moi je suis arrivé sur Toulouse en 2004 pour travailler chez Airbus.
ce que je continue encore à faire. Je me suis installé sur Beauzelle en 2008 et mes enfants ont commencé à jouer au handball en 2015. C'est ce qui m'a fait adhérer au bureau dans l'année qui suivait pour fêter les 50 ans du club. Voilà, 10 ans après, j'y suis encore et en tant que président depuis 7 saisons. Dans l'engrenage du bénévolat. Exactement, sachant que je n'ai jamais pratiqué le handball. Bon, justement, on va en parler un peu du hand et du hand fauteuil. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général sur le club et un petit peu quelques infos sur l'histoire? Oui, bien sûr. Le club de Beauzelle Handball est un des premiers clubs de Haute-Garonne au grand handball. Il a été créé en 64, en même temps que le Phénix, qui est le club majeur de Toulouse. Et donc, cette année, nous allons fêter les 60 ans du club. Au début, dans les années 60, c'est tout simplement un prof de sport de la commune qui a décidé de créer une équipe. Tout ça pour pouvoir aller faire quelques matchs avec les équipes du coin. Et puis, le handball, ça a progressivement pris de l'ampleur avec les résultats qu'on connaît des différentes équipes de France. Et aujourd'hui, on a plus de 200 licenciés, on représente toutes les catégories, on a des équipes seniors qui jouent au niveau pré-national et régional. Et donc, on a un club d'une certaine taille qui est fort sympathique. Alors, justement, combien de licenciés? 265, je crois, aujourd'hui. Ça fait 4-5 ans qu'on est autour des 250 et un peu plus. On peut plus grandir parce qu'on est limité par notre gymnase. Et quelles sont les valeurs du club? Alors, on est très orienté famille et convivialité. C'est vraiment notre marque de fabrique. Alors, beaucoup de clubs peuvent dire ça, mais chez nous, c'est vrai que, on n'est pas très compétition dans le sens où c'est pas ce qu'on inculque en premier aux joueurs. On leur apprend surtout, à jouer au ballon, évidemment, mais surtout à s'entraider, à vivre des moments de partage, à vivre les moments ensemble et à grandir ensemble par équipe. Donc et ça se retrouve, on organise typiquement un tournoi qui est super pour les jeunes, tous les ans. On fait des fêtes régulièrement. Et c'est ce qui fait notre marque de fabrique. En tout cas, c'est les retours qu'on a aussi des différentes instances locales. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos projets et vos objectifs de développement pour justement ce club? Alors en termes de développement, aujourd'hui on est un peu limité en termes de licenciés, tout simplement parce qu'une fois de plus on n'a qu'un seul gymnase et on ne peut pas trop faire plus. Heureusement, la commune est en train de construire un nouveau gymnase. Alors, c'est un gymnase qui est situé où exactement pour les personnes qui seraient dans la région? Alors, l'ancien est sur l'allée des stades à côté du terrain de foot de Beauzelle et le nouveau sera à côté de la gendarmerie qui est sur la commune de Beauzelle et à côté du nouveau collège, du coup. Donc voilà, en termes de développement, on attend ce nouveau gymnase pour essayer de prendre un peu plus d'ampleur, d'accueillir éventuellement plus de licenciés et faire en sorte que nos seniors soient dans de meilleures conditions sportives pour aller vers des résultats encore plus hauts. Et puis sinon, en termes de projet, comme je l'ai dit juste avant, on a notre tournoi des Rois et Reines qui est notre tournoi majeur pour toutes les écoles de handball de la Haute-Garonne où on accueille sur le temps d'un week-end plus de 300 gamins qui ont 6, 7 et 8 ans. Et donc c'est une grande fête du handball pour tout le département. Et comment votre club s'adapte-t-il aux nouvelles tendances du sport? Il y a déjà beaucoup de nouvelles tendances, c'est-à-dire que la fédération de handball a développé plusieurs pratiques du handball avec le hand fit, avec le baby hand, avec le beach handball, avec le hand de fauteuil, avec le hand à 7, etc. Beaucoup d'offres. Maintenant, comme tous les clubs, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire que on n'a pas trop de créneaux. Enfin, il y a déjà toutes nos équipes valides qui les utilisent. Donc, la seule possibilité qu'on a eue, c'est Chloé qui est venue avec son idée de créer cette section hand fauteuil, on l'a accompagnée, on a essayé de construire ça ensemble pour faire en sorte de créer cette section-là. C'est notre modeste participation au développement des offres du handball. Et pouvez-vous nous parler de vos partenariats? Alors au niveau partenariat, nos partenaires principaux sont les institutions un peu officielles, donc notre mairie qui nous donne une bonne partie de notre une belle subvention, qui est une bonne partie de notre budget annuel. Le département aussi et la région donnent des subventions. Maintenant, on a évidemment quelques commerces locaux qui aident, mais c'est plus encore en fonction des affinités qu'ils ont avec les différents joueurs ou entraîneurs des équipes. Voilà. Et puis cette année, justement, pour essayer d'anticiper le développement de l'équipe, du club, on a donné les clés du partenariat, à une jeune entreprise locale pour qu'ils essayent de développer plus de partenariats pour notre club. Un petit mot à rajouter là-dessus, Chloé? Non, tout est bon, j'écoute. Alors moi j'ai envie de vous parler un peu sport, parce qu'on est dans une émission sportive quand même. Le hand, c'est un sport qui est connu bien sûr à l'école, on en a tous pratiqué, mais il y a aussi notre fameuse équipe de France. Et aujourd'hui on ne peut pas passer au travers de ça. Il y a les championnats du monde de handball. Est-ce que vous avez suivi un petit peu tous les deux cette compétition depuis le début? Oui, tout à fait. Oui, un petit peu, oui. Alors quelles sont vos premières impressions de l'équipe de France sur ce premier tour? Parce qu'on vient de finir le premier tour. Elle est bonne. C'est mieux qu'au JO.
Pour l'instant, oui. Sauf que bon, on va passer dans le deuxième tour. Est-ce que l'équipe de France peut mettre un terme à l'hégémonie danoise? Est-ce qu'on sait que la grosse équipe, c'est les Danois? Je pense qu'avec l'envie, on peut tout faire. Ouais, moi je pense que c'est de toute façon, toutes les équipes qui sont dans les derniers carrés, elles ont toutes à peu près le même niveau et après ça se joue à des détails. Il y a encore le deuxième tour avant le dernier carré. Faut sortir du groupe là. On est quand même régulièrement dans le dernier carré, mais ça se joue à des détails et ça se joue surtout au mental. Et là, notre équipe est capable du meilleur, comme parfois de un peu moins. Alors, vous prenez plaisir tous les deux quand même à regarder aussi ces matchs-là? Ouais, bien sûr. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, et en famille. Oui, surtout. Et même au handball, on se fait des projections. Et ouais. Vous avez réussi à mettre, comme on fait dans les bars aussi, un grand écran, non ce genre de choses, quand c'est possible? Tout à fait. Dans le clubhouse, il y a une télévision qui ne nous appartient pas, mais qu'on peut emprunter de temps en temps, et du coup qui nous permet de regarder ces retransmissions. Alors justement, si on peut mesurer ces championnats du monde ou ce qu'on a vécu avec les Jeux Olympiques, est-ce que ça influence un peu le hand à Bosel ou autour de vous? Alors c'est certainement, légèrement à mon avis, même si c'est pas à mon avis la majeure partie des gens qui intègrent le club, c'est plus souvent par proximité du club dans une petite commune comme Bosel, parce qu'il y a quand même que 8000 habitants, ça reste une petite commune. Les copains, aller jouer avec les copains, ça reste le principal moteur. Maintenant évidemment que voir les équipes seniors jouer aux Jeux Olympiques ou aux championnats mondiaux, évidemment ça doit en faire rêver quelques-uns. J'ai envie de demander un dernier mot pour notre équipe de France là, pour les encourager avant le deuxième tour. Allez les Bleus, ne voyez pas la victoire trop vite et restez lucide. Pas mieux. C'est Allez, les Bleus. Des paroles de coach. Alors on vient de parler effectivement de l'histoire du club de Bosel et du nombre de licenciés de l'équipe de France. On va parler maintenant d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, la section Hand Ensemble. Ce projet a été lancé, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Oui, tout à fait. En fait, c'est une pratique du coup sportive inclusive qui est du handball en fauteuil. L'objectif premier, ça a été vraiment de permettre à toute personne avec sa spécificité d'accéder à un sport, parce que le sport, c'est bien pour la santé, autant physique que mentale. Donc, c'est de pouvoir ouvrir ça à tout le monde. Et bien sûr, dans un espace, comme on a pu le dire en amont, très convivial et adapté à ces personnes-là. Et l'objectif est donc de rendre le sport accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Quelle est l'importance de cette initiative dans le cadre du club de handball de Bosel? Ça permet aussi d'aller au-delà des pratiques sportives traditionnelles, de montrer aussi que ça existe à tout âge. On a aussi comme projet d'aller un petit peu s'orienter vers les jeunes, même si aujourd'hui on n'a pas eu l'occasion encore de le faire, mais c'est vraiment de montrer qu'une petite commune de Bosel de 8000 habitants peut aussi s'investir dans ce projet-là au niveau local, même si ça reste complexe d'être identifié et visible pour le reste des participants. Et aujourd'hui, la section Hand Ensemble compte 3 licenciés en situation de handicap et 6 participants valides. Quelles sont les retombées positives pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les participants valides? Il y a vraiment une double portée. La première portée pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment de lutter quelque part contre l'isolement, de pouvoir se sentir un peu comme tout le monde, parce qu'ils sont comme tout le monde, de voir un petit peu le handicap, non pas comme un frein, mais comme une spécificité à part entière, et c'est à nous de nous adapter et pas à eux. Souvent, on a trop fait l'impair, je trouve. Et c'est vraiment de venir ouvrir ça. Et pour les personnes valides, c'est de sensibiliser et qu'ils peuvent voir que tout est possible malgré une situation de handicap quelconque. Et puis moi, je trouve qu'il y a une notion de fédération qui est importante. On a l'envie justement que tous les gens de notre commune puissent venir et pratiquer ensemble, handicap ou non, une activité commune. Et je trouve que c'est un moyen idéal pour faire ça. Tout à fait, même en dehors de notre commune de base, il y a aussi le club de rock où les personnes en situation de handicap peuvent pratiquer 2 fois plus le handball fauteuil, parce qu'ils vont aux entraînements de rock et ils viennent ensuite aussi faire les nôtres. Moi, j'ai envie de te poser une question simple. Comment on joue au foot Moi, je connais le basket fauteuil, je connais le rugby fauteuil, mais le hand fauteuil, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer quelques mots, là, avant qu'on aille plus loin, comment ça se pratique? Parce qu'effectivement, on met des gens qui sont pratiquants, qui sont eux handicapés, et puis d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est quand même sympa comme idée. Mais comment ça se passe concrètement? On est tous logés à la même enseigne, on pratique tous avec un fauteuil, des fois adapté en fonction d'un handicap aussi. Il y a un réducteur de but, comme on peut avoir dans les sections U11, de façon à ce qu'il soit réduit pour pouvoir C'est-à-dire qu'on met une bande, pour bien expliquer, il y a un but de hand que tout le monde connaît, vous savez tous comment ça se passe, et on met une espèce de planche, j'ai vu ça l'autre jour en allant vous voir, il y a cette espèce de planche qui fait à peu près 20 cm. Tout à fait, oui. Voilà, et qui masque un petit peu pour qu'on réduise un peu l'espace de tir. Donc ça peut être adapté dans n'importe quel gymnase, pour ceux qui nous écoutent.
On peut donc faire cette pratique-là, pas partout, c'est pas un investissement énorme. Donc en fait, le principe, c'est il y a toujours pareil, il y a cette espèce de zone au sol qui marche. Il y a une zone, il y a une remise au centre, il y a 6 joueurs sur le terrain, 5 de champ, un gardien. Et le gardien, il est en fauteuil aussi. Et le gardien en fauteuil. D'accord. Et les arbitres, alors de base, quand ça se pratique, c'est valide, mais nous, on essaie de le garder handi. D'accord. Et c'est les mêmes dimensions que le hand. Même dimension, même terrain. Et on marque beaucoup de buts dans ces sports-là? Ah oui, on peut. Il y en a qui sont spéciales des lobes. On va venir lober le gardien, on le prend à contre-roue et ça rentre plutôt pas mal. Et alors, on a vu aux Jeux Olympiques qu'en rugby, ça se rentrait dedans et tout. Est-ce que c'est pareil au hand fauteuil? Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes règles que le hand valide. C'est-à-dire que pas de côté, pas de derrière, mais de face, on peut vraiment venir se tamponner comme il faut, oui. Voilà, donc ça existe. Les règles sont identiques au handball valide? Oui, en fait, ce sont les mêmes règles qu'on adapte. C'est-à-dire que par exemple, le pied au handball, ça va être la roue au fauteuil. C'est 3 pas au handball, contrairement au basket par exemple où c'est 2. Et bien au hand fauteuil, ça va être 3 touchés de roue. Voilà, c'est le même. C'est pas très très compliqué. Quand on connaît les règles de hand, le pratiquer en fauteuil, c'est pas si compliqué. Reprise de dribble, tout pareil. Tout pareil. Alors, quels sont ces défis que vous avez rencontrés tous les deux, puisque le président, je pense qu'il s'est investi dans l'affaire. Ça a dû être quand même une démarche un peu particulière que vous avez rencontré donc pour la mise en place et le développement de cette discipline, cette section finalement, au sein de ce club, et comment c'est perçu justement par tous les gens qui faisaient du hand valide, on va dire, pour accueillir toute cette nouvelle section. Mais les premières difficultés, alors moi j'y pensais depuis un petit moment parce que pour la petite histoire, j'ai mon cousin en situation de handicap moteur et je jouais beaucoup avec lui quand j'étais enfant et il n'a jamais pu accéder à un sport quand il était jeune. Et je me suis toujours promis qu'à ma petite échelle, si un jour je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Et aujourd'hui c'est fait, j'en suis très fière. Vous avez gravi l'échelle là. Exactement, j'ai même l'échafaudage. mais non, au début j'ai mis vraiment un an à faire comme une étude de territoire pour voir un petit peu ce qui existait sur la commune, sur même le département et même en France. Et c'est là où j'ai découvert le club de Roques-sur-Garonne qui sont installés depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et j'ai pu me mettre en lien avec Gilbert Pagan, donc c'est lui qui a monté ce projet-là, qui a été d'une ressource extraordinaire. Et ensuite, ça a été tout le réseau qui est pas évident et les partenariats et les subventions, parce que mine de rien, pour une petite idée, un fauteuil coûte entre 1000 et 1500 euros. Donc pour un petit club, c'est un coût. C'est vraiment un coût. Question un peu en aparté, comment c'est perçu par le comité local, la Ligue ou le département est-ce que vous avez un peu travaillé, fait une démarche avec, on le salue, notre président Berthier Roy maintenant, qui écoutera cette émission? Oui, on a été soutenu par le conseil départemental qui nous a offert une formation du nom de club inclusif animé par le club paralympique, qui nous a donné quelques billes de début pour s'adapter, pour accueillir, pour former aussi, parce qu'on ne peut pas recevoir tout un chacun avec tout son... Parce que la spécificité aussi, c'est qu'il n'y a pas de handicap précis. Donc l'objectif, c'est pas vraiment de créer de la violence quand on reçoit quelqu'un, c'est d'être au plus juste pour lui. Nicolas? Ouais, moi je veux juste revenir sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors évidemment, il y a les difficultés financières. Donc là, aller chercher des subventions, c'est primordial. Maintenant, pour moi, le vrai challenge, c'est de faire en sorte d'avoir suffisamment de licenciés pour que cette section perdure et soit pérenne. Aujourd'hui, comme a dit Chloé, on a 3 licenciés non valides et 5 ou 6 valides. L'idéal serait qu'il y ait au moins l'équivalent de 2 équipes, donc une quinzaine de personnes non valides qui puissent créer vraiment une section hand fauteuil. Et pour ça, on a besoin de communiquer, ce qu'on a déjà beaucoup fait. Mais là, merci encore à vous de nous accueillir aujourd'hui pour pouvoir aller dans ce sens-là. Je reviens sur la question que je posais tout à l'heure à Chloé, qui répondait un tout petit peu à côté. Je parlais du comité de départemental de handball ou de la ligue de handball. Est-ce que ce projet-là a été porté vers eux? Alors ils sont au courant bien sûr, et là justement il y a un groupe de travail qui est en train de se monter avec donc Rock, nous, je veux pas dire de bêtises, Monroda, quelque chose qui s'est monté dans toute l'Occitanie, animé par Anne qui est CTS, pour justement créer des petits tournois annuels sur les 4 acteurs primordiaux de l'Occitanie au niveau du hand fauteuil, et c'est en train de se monter cette année pour se mettre en place l'année prochaine. Donc Berthier Roy, si tu nous écoutes, on compte sur toi pour aider les petites équipes là, qui fonctionnent bien. Je sais que tu es friand de ce genre d'aide, donc merci encore à toi. Autre question pour enchaîner, il y a des entraînements qui se déroulent un mercredi sur 2 à Beauzelle, c'est ça? Tout à fait. Et comment ces créneaux ont-ils été choisis et quel accueil vous avez reçu jusqu'à présent? Les créneaux ont été choisis là où il y avait de la place. C'est tout simple. Ça comme pour une voiture, il faut qu'il y ait un créneau, ça marche. Donc c'est un mercredi sur 2 à 20h30 jusqu'à 22h.
heures. Et non, ça c'est plutôt bien fait. C'est plutôt pratique parce qu'au moins c'est un peu éloigné du travail. Si les gens travaillent un peu plus tard, et c'est quand même accessible. Mais pour ceux qui habitent pas à côté, c'est vrai que c'est pas simple. Ça fait finir tard. Ce qui est pratique comme créneau, c'est que les seniors s'entraînent juste avant ou en même temps en parallèle. Et du coup, quand il y a besoin de joueurs pour venir compléter les équipes pour faire du hand fauteuil, il y a toujours des gens qui sont disponibles et motivés. Donc c'est ouvert, parents, amis, vous pouvez venir faire ces entraînements. Vous avez noté. Alors, en plus de ces entraînements réguliers, le club organise une demi-journée de sensibilisation. Chloé, tu nous as expliqué ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée, de son objectif ? Oui, bien sûr. Ça fait du coup maintenant 2 ans qu'on la met en place. Cette année, ça sera le 12 avril de 14h30 à 17h30 au Beauzelle Handball, donc complexe Eugène Chamaillou, 3 allées du stade à Beauzelle. Ça c'est dit. Voilà. Mais l'objectif, le premier objectif, c'est vraiment de ramener du public handi. C'est vraiment là où on est en difficulté parce qu'on fait ce projet pour un public visé. Mais c'est vrai que venir les toucher et venir un petit peu promouvoir notre offre de pratique, c'est pas quelque chose de simple en fait. C'est une réalité qu'on a. Donc ça, c'est la première raison. La seconde, c'est de montrer aussi à la communauté de Beauzelle ce qui existe sur leur territoire. Et la troisième, c'est de aussi venir s'essayer à une pratique sportive, que ce soit pour des personnes d'un certain âge qui ont un peu mal aux genoux par exemple, ou alors on est assis dans un fauteuil finalement. Voilà, ou alors même des valides qui sont blessés, ou des jeunes aussi, public jeune. Voilà, c'est vraiment ramener tout le monde, mais faire un beau mélange et passer une superbe journée humaine et sportive. Oui, parce qu'on le rappelle, donc c'est une discipline qui s'adresse à tout le monde, valide et non valide. C'est la particularité, c'est inclusif, c'est-à-dire qu'on peut jouer tous ensemble. Donc même en famille, on peut venir passer une après-midi, une soirée. Donc notez bien tout ça. Si vous hésitez, n'hésitez pas à venir voir donc à Beauzelle, comme le dit Chloé et Nicolas. Et pour conclure, vous avez un appel à lancer à nos auditeurs, en particulier à ceux qui pourraient être concernés ou intéressés par la section d'ensemble ou par l'événement de sensibilisation. Qu'aimeriez-vous leur dire ? J'aimerais leur dire que le projet a été avant tout une aventure humaine, qu'elle est accessible aussi à tous les clubs qui veulent se lancer dans ces projets-là, et que si jamais qu'ils n'hésitent pas à contacter le club d'handball Beauzelle, on saura répondre. Mais aussi que vous soyez en situation de handicap ou non, n'hésitez pas à venir nous voir, venir nous poser des questions. On répondra toujours présent. Et vous pouvez également me contacter directement via le site internet du club, Handball Beauzelle, nos réseaux sociaux, ou encore sur l'adresse mail spéciale de la section qui est handensemble tout attaché handensemble.bzl pour Beauzelle @gmail.com. Mot de la fin, Nicolas. Ouais, moi j'ai juste envie de dire, soyez curieux, donc venez nous voir. Un grand merci à tous les deux pour vos témoignages dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour l'ensemble de tous vos projets. Vous connaissez maintenant la formule, vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. C'est la fin du match, tout de suite l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match de cette 84e émission avec les grands rendez-vous de l'agenda sportif. Et Pauline. Oui, du dimanche 12 au dimanche 26 janvier, il y aura du tennis avec la suite de l'Open d'Australie, le Grand Chelem hommes et femmes à Melbourne. Et du samedi 18 au jeudi 23 janvier, Snow Freeride World Tour 2025 à Baquera Beret au Pro en Espagne. Le mardi 21 janvier, du ski alpin avec la Coupe du Monde femmes avec le slalom géant à Crown-Place en Italie, du football avec la Ligue des Champions, Monaco affrontera Aston Villa, Liverpool recevra Lille, et en handball il y aura le deuxième tour de championnat du monde. Le mercredi 22 janvier, basket Euroleague homme, 23e journée, Partizan Belgrade Paris. En Euroleague féminin, deuxième tour, Basketland contre Zabini Brno, Salamanque Bourges. Et en football, deuxième journée de Ligue des Champions avec le Shakhtar Donetsk contre Brest et Paris Saint-Germain qui jouera contre Manchester City. Le jeudi 23 janvier, la 23e journée de basket Euroleague homme où Bologne recevra Monaco, Paris jouera à domicile face à Maccabi Tel Aviv et en handball toujours deuxième tour du championnat du monde. Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier, il y aura la Coupe du Monde en escrime à Plovdiv en Bulgarie. Il y aura aussi du biathlon, Coupe du Monde à Anterzelva en Italie. Le vendredi 24 janvier, du basket avec la 23e journée d'Euroleague homme. Villeurbanne jouera face à Barcelone. En National 1 homme, Toulouse affrontera Levallois. En ski alpin, il y aura la Coupe du Monde homme et le Super G à Kitzbühel en Autriche. En football, Ligue 2, 20e journée, Rodez
affrontera Ajaccio. Et en rugby, pour la 18e journée de Pro D2, Mont-de-Marsan affrontera Montauban et Béziers recevra Colomiers. Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier, rugby à 7 World Rugby SVNS Series à Perth en Australie. Il y aura aussi du ski de fond, 8e manche de la Coupe du Monde à Engadin en Suisse. Le samedi 25 janvier, du basket avec la 14e journée de la Boulangère Wonder League. Latte Montpellier affrontera Lasvel. En ski alpin et pour la Coupe du Monde hommes en descente à Kitzbühel en Autriche. Il y aura aussi la Coupe du Monde femmes avec la descente à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Du volley avec la 18e journée de Marmara Spike League. Narbonne affrontera Tours. 7 recevra Toulouse. Montpellier se déplacera à Nice. Et en Liga féminine Safeware Power 6, pour la 18e journée, Venelle affrontera Béziers. En rugby, pour la 15e journée de Top 14, Toulouse affrontera Montpellier. Perpignan jouera à domicile face à Bayonne. Castres se déplacera au Racing 92. Et en hockey sur glace Division 2, Clermont-Ferrand affrontera Toulouse-Blagnac. Montpellier affrontera Lyon. Et en handball, il y aura toujours le deuxième tour de championnat du monde. Et dimanche 26 en cyclocross avec la Coupe du Monde Homme à Hoogerheide aux Pays-Bas. Ski alpin, Coupe du Monde Homme slalom à Kitzbühel en Autriche. Coupe du Monde Femmes, Super G à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Et en football féminin, Coupe de France, le 8e de finale. Montpellier affronte le Havre. Toulouse affrontera Fleury. En football Ligue 1, c'est la 18e journée avec Toulouse-Montpellier, le derby. Et enfin, du 18 janvier au 2 février, il y aura du patinage artistique avec les championnats d'Europe à Tallinn en Estonie. Et voilà donc une petite information spéciale dans le cadre de la corrida pédestre de Toulouse. Nous avons à l'antenne Victoire Génary qui est donc chargée d'organisation d'événementiel pour la corrida pédestre de Toulouse qui nous donne une petite information concernant une opération qui va avoir lieu ce week-end à Roques. Il s'agit d'un chantier de plantation d'arbres. Bonjour Victoire. Bonjour. Alors effectivement la corrida pédestre sera présente le 25 janvier à Roques dans le cadre d'une démarche RSE qu'on met en place depuis maintenant quelques années. Donc dans cette continuité et pour mettre vraiment en place nos actions, on a décidé de replanter des arbres pour réduire nos émissions carbone. Là, vous faites ça avec un partenaire et donc vous allez aller là-bas avec votre petite bêche et planter, faire des trous et mettre des arbres, c'est ça? Exactement, on arrive avec nos pelles et nos râteaux, on va creuser et puis on va replanter tous ces arbres. Voilà. Mais vous y êtes donc avec les personnes de l'association et votre partenaire, c'est ça? Exactement, notre partenaire Climat Local qui nous aide justement à compenser, réduire et calculer notre empreinte carbone et puis à compenser du coup. Donc ça, c'est tout le travail qui est fait par la corrida pédestre de Toulouse dans le cadre justement écologique de réduire le carbone par rapport à toutes les actions que vous faites pendant cette opération. Absolument, et on en est très fiers. Donc on vous donne rendez-vous et la date, donc on peut le dire quand même un petit peu à l'avance, la date de cette corrida aura lieu... Exactement, le 4 juillet, pardon. Voilà, le 4 juillet, rendez-vous donc pour ceux qui veulent courir dans Toulouse. Merci de cette petite intervention et on se retrouve dans pas longtemps pour parler un peu plus largement de cette corrida pédestre. Merci beaucoup Victoire. Merci à vous. Au programme de la semaine prochaine, en première mi-temps, cap sur le snowboard freestyle avec le centre d'entraînement de Font-Romeu au cœur de la formation des jeunes talents français. Nous accueillerons Romain Ndoumbé, responsable du Pôle France, pour parler de l'accompagnement des athlètes et des ambitions pour les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques 2026. Vincent Maravo, skieur pro freestyle, sera également avec nous pour partager son regard sur la scène internationale. Un programme à ne pas manquer. Et en deuxième mi-temps, nous parlerons du Toulouse Université Club qui a été fondé en 1905 et qui prône une vision éducative du sport, axée sur le respect et l'apprentissage de la vie en société. Nous reviendrons sur les disciplines qui ont marqué son histoire, comme le baseball, la boxe française ou encore le football amateur, et sur les défis rencontrés par le club, notamment après l'explosion de l'usine AZF. Un voyage au cœur d'un patrimoine sportif unique à ne pas manquer. C'est la fin du match de cette 84e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Mathieu Sapin, Nicolas Leclapart et Chloé Nadalin pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduit, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.